Dans la nuit du 14 au 15 avril 2016, il y a eu un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter qui a touché le Japon et plus particulièrement la ville de Kumamoto en faisant plusieurs centaines de morts et de blessés. Cette ville n'est pas inconnue pour tous les fans de One Piece car c'est tout simplement la ville d'où est originaire Ichiro Oda. Suite à cela, plusieurs pages de dons ont été mis en place, dont une qui est l'initiative de groupes de fans d'anime et aussi de One Piece. Et je vous demande à vous, mes Nakama, de relayer les liens de cette page que vous trouvez dans cette description sur tous vos réseaux sociaux afin qu'elle puisse toucher le plus de monde possible. Merci. Salut mes Nakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 737 car c'est un épisode qui a été attendu par beaucoup de fans et moi en particulier car tout simplement Ichiro Oda a retouché, a corrigé le script. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle et en plus on va apprendre plein de choses sur la jeunesse de Sabo. Et ça en tant que tel, ça peut être cool. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je vais répondre à cette question dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 737. Comme chaque début de vidéo, on va faire le petit parallèle entre l'épisode et le chapitre. Donc l'épisode 737 correspond au début du chapitre 794. Et je voudrais déjà dire quelque chose, c'est que cet épisode pour moi n'est pas un fillers. Pour plusieurs raisons. Premièrement, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un fillers? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un fillers est tout simplement un épisode qui est dans l'univers du manga, mais qui n'a pas été fait par le manga et qui raconte quelque chose, je dirais pas d'alternatif, mais quelque chose qui n'a parfois ni queue ni tête et qui permet justement au manga de pouvoir prendre de l'avance parce que souvent l'anime va plus vite que le manga et l'anime rattrape le manga. Vous avez compris? Donc ici concrètement ça pourrait être un fillers car c'est quelque chose qui se passe dans l'univers de One Piece mais c'est pas quelque chose qui a été raconté par Ichiro Oda dans le manga. Sauf que Ichiro Oda a jeté un coup d'œil sur le script et a corrigé le script. Donc si Ichiro Oda a corrigé le script, ça veut dire qu'il a en un sens validé l'épisode. Donc l'épisode n'est plus un fillers, mais cet épisode est bien dans la continuité de l'histoire de One Piece. Je dirais même plus que la continuité, car ça raconte carrément le passé d'un personnage qui va être primordial pour le futur de One Piece. On va commencer par parler de l'intro de cet épisode, avec tout simplement Sabo qui arrive dans la maison de Kyros, car dans la maison de Kyros, il y a... C'est une petite maison. Elle est pas bleue, accrochée à la montagne, mais c'est une petite maison dans une prairie. Bon, il n'y a pas les Ingalls, mais il y a pas mal de monde dedans. Il y a Robin, bon, on va tous les faire. Il y a Zoro, Usopp, Robin, Franky qui est en train de se réparer l'œil. On a bien sûr Luffy, on a Law et on a Bellamy. Donc ça, c'était assez classe. Et là, justement, il y a Sabo qui arrive pour faire un petit coucou avant de partir, car il y a le CP0 qui, lui, devrait arriver aussi dans très peu de temps au niveau de l'île de Dressrosa. Et voilà, il voulait faire un petit au revoir à Luffy sans le réveiller et on en profite justement pour raconter le passé de Sabo. Alors j'ai déjà parlé d'une chose, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire à la fin de cette vidéo, c'est que j'ai été agréablement surpris par tout ce qui a été le design, l'art et l'animation de cet épisode. C'était quand même assez beau dans l'ensemble, c'était même d'une qualité supérieure à ce qu'on a l'habitude d'avoir pour des épisodes que je dirais de transition. C'est-à-dire que là, on va apprendre justement toute la jeunesse de Sabo et tout ça a été très bien mis en évidence. Mais même quand Sabo est dans la maison de Kyros et qu'il parle à tout le monde, d'ailleurs j'ai vraiment adoré le visage de Robin, encore une fois Robin, je l'adore. Et même le fait que Franky se répare l'œil, je trouvais que c'était super bien fait. Et ça, quand c'est le cas, il faut le dire. Donc voilà, je le dis dans cette vidéo, cet épisode d'un niveau graphisme était classe. Bon, maintenant on va parler du flashback. Qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement? Bah il y a du très bon et il y a du beaucoup moins bon. On va commencer par le très bon. J'ai beaucoup aimé toute la reprise qu'il y a eu et le parallèle qu'il y a eu aussi entre l'évolution de Sabo et l'évolution aussi de Ace et de Luffy. D'ailleurs c'est là-dessus où il va y avoir aussi un point négatif. On commence bien sûr par le sauvetage de Sabo et on voit Dragon et à chaque fois que Dragon justement intervient, il y a toujours ce vent qui est présent. Que ce soit quand il est dans la ville, que ce soit quand il arrive sur son bateau. Et ça, ce n'est pas une invention de la Toei, mais c'est bien quelque chose qui a été repris du manga. Car oui, dans le manga, quand justement Dragon arrive sur le bateau, dans la façon dont il est décidé, on a un petit peu l'impression qu'il vient du ciel et il y a un petit peu de vent qui est présent, mais c'est suggéré, alors que là, dans l'anime, c'est vraiment plus que suggéré, c'est vraiment quelque chose qui a été totalement montré. Et là, bien sûr, on peut penser à 99,99,4... Enfin bref, on peut imaginer que Dragon a le pouvoir soit d'un Logia ou soit d'un Paramecia. Alors pareil, si c'est un Paramecia,
s'il a le paramécia, par exemple, du vent, de la météo, une connerie comme ça, il y a quelque chose qui peut être bizarre parce que il est soit productif, il est soit corporel. Mais donc ça serait plus quelque chose de corporel, donc c'est-à-dire qu'il peut produire du vent. Par contre, si on vient sur un logia, là ça serait plus quelque chose par rapport à l'état, donc ça serait le logia de l'air, chose qui est totalement différent du logia du gaz qui est détenu par exemple César, ou le logia de la fumée qui est détenu par Smoker. Là on serait plus dans quelque chose qui serait l'air en tant que tel, où il peut justement faire des bourrasques, des tempêtes ou quoi que ce soit. Donc, bon, enfin bref, on ne sait pas, encore une fois, on divague, on divague. Mais il y a quand même quelque chose qui est en lien avec Dragon, et Dragon est obligatoirement possesseur d'un fruit du démon. Et ça, vu qu'encore une fois que Ichiro Oda a validé entre guillemets cet épisode, ça peut être maintenant quelque chose qui est plus que acquis. À qui? Bah, à Dragon. Ouais, cette blague était nulle. Je sais pas pourquoi je l'ai faite, mais je l'ai fait quand même. Pardonnez-moi. La deuxième chose que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'on en apprend un peu plus au niveau de l'armée des révolutionnaires et de Baltigo, et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'entraînent pour faire du karaté, le karaté des hommes poissons. Et donc là, on peut penser que, vu que l'armée des révolutionnaires intervient souvent au moment où il y a des guerres et qui veut être contre le gouvernement mondial, vu qu'il y a des guerres, il y a obligatoirement des morts et donc il y a des orphelins. Donc on peut imaginer que justement, à travers ce qu'on voit dans cette vidéo, que l'armée des révolutionnaires a aussi pour but de sauver les enfants, et d'ailleurs ceux qui veulent s'enrôler, pour après devenir cette armée révolutionnaire. Et ça, en un sens, ça répond à la question comment ils font pour enrôler les personnes. Donc voilà. Donc les personnes qui sont dans l'armée révolutionnaire, c'est souvent des personnes qui ont subi des traumatismes, qui ont subi les affres de la guerre. Ce qui est vraiment classe aussi, c'est qu'on voit que chaque personne au niveau de l'armée des révolutionnaires a vraiment des rôles qui leur sont propres. Par exemple, on a Inazuma qui s'occupe de tout ce qui va être l'instruction. On a vu bien sûr que Hak s'occupe d'entraîner au niveau du karaté les jeunes enfants, enfin ceux qui veulent se combattre. On voit aussi la relation qui commence à avoir entre Koala et Sabo. Donc bref, oui, on a cette impression de vie. On a l'impression, c'est ça qui est classe, c'est-à-dire que oui, voilà, bah, c'est vraiment ça. On a une impression de vie. L'armée révolutionnaire, c'est vraiment autre chose que des personnes qui vont faire la guerre contre le gouvernement. On voit vraiment tout ce qu'il y a derrière, et ça, cet épisode était vraiment excellent pour ça. Et maintenant, on va parler de Sabo parce que c'est là-dessus qu'il y a eu des points positifs et aussi des points je dirais même qu'il y a plus de points négatifs que des points positifs. Premièrement, Sabo, on sait qu'il a été amnésique. Maintenant, on sait qu'au fond de lui, il a toujours ce désir de liberté, et c'est pour ça qu'il a rejoint l'armée des révolutionnaires. Et tel un Jason Bourne dans La mémoire dans la peau, on voit aussi que tout ce qui est technique de combat qu'il avait mis au point avec Luffy et avec Ace, il l'a gardé en lui. Mais par contre, même si ça c'est super cool, je trouve qu'il est beaucoup trop badass ce Sabot. Ce Sabot est trop hypé, c'est un truc de dingue. Premièrement, étant gamin, il arrive à tenir tête à Hak. C'est dingue. Il arrive à lui à faire des passes d'armes, des passes de combat, et il arrive à lui piquer sa ceinture. Franchement, ça je trouve déjà que c'est hyper cheaté. Je sais pas pour vous, mais le petit gamin qui arrive à tenir tête à un homme poisson spécialisé dans le karaté qui a plusieurs dan, c'est un petit peu bizarre. Après, la chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit comment il a récupéré son tuyau. Ça, c'est super cool. Le voir combattre contre Kuma et aussi contre Dragon, qui arrive facilement à déjouer ses attaques, ça aussi c'est cool. Mais par contre, le parallèle, la bonne idée de faire le parallèle entre l'évolution de Ace et Luffy et de Sabo, c'est totalement parti en live. Là où j'ai vraiment eu du mal, c'est le fait que à l'âge de, je crois que ça doit être 17 ans, qu'il arrive déjà à maîtriser le haki. Voilà. C'est-à-dire qu'on est avant les événements de Marineford, et encore une fois, sur Marineford, on ne voit personne utiliser le haki de l'armement. Alors ça, encore une fois, c'est peut-être le fait qu'à cette époque-là, Ichiro Oda, quand il avait mis ça en place, il n'y avait pas pensé à le matérialiser. Mais quand on voit justement que lui, Sabo, réussit à utiliser ça, même l'utilisation qu'il a du haki, de l'observation, où il arrive à éviter les bastos. Alors encore une fois, vu qu'il a été entraîné par Dragon, je pense qu'il y a un moment il a été entraîné par Dragon, et Dragon, en voyant Sabo, a fait peut-être l'a pris comme son fils adoptif par rapport à la perte de Luffy ou quoi que ce soit. Enfin, quand je dis perte, ça veut dire qu'il a, encore une fois, on va partir sur une autre théorie parce que en ce moment j'ai le cerveau qui part en vrac, mais Dragon aime peut-être tellement Luffy qu'il n'a pas voulu qu'il vienne avec lui dans l'armée des révolutionnaires pour qu'il puisse être libre de faire ce qu'il veut, et qu'il n'ait pas cette préoccupation de toujours regarder ce qui arrive à son fils et d'avoir peur qu'il arrive quelque chose à son fils. Donc Sabo est devenu
le fils d'adoption, de substitution par rapport à Luffy. Et je trouve que c'est vraiment une belle image, car encore une fois, Sabo est le fils par le saké, et le frère, excusez-moi, par la cérémonie du saké de Luffy. Donc il y a vraiment un très très beau parallèle, il y a une très très belle... j'arrive pas à trouver le mot, j'arrive pas... il y a une très très belle symbolique, voilà. Donc ça encore une fois. Et le fait que Sabo soit aussi cheaté, c'est peut-être aussi le fait qu'il était entraîné par Dragon. Mais encore une fois, je trouve, quand on voit le parallèle entre les autres partent sur un bateau, puis l'autre il fait du haki de l'armement, ça fait un peu bizarre. Par contre, ce qui est vraiment classe, c'est qu'on rapprend encore une fois que Ace a refusé d'être un Shichibukai. Et ça, il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient encore en mémoire. Donc ça, c'est vraiment classe. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler bien sûr du passage avec Bartholoméo. Bartholoméo est un perso que j'adore, c'est devenu, je pense même que c'est devenu mon personnage fétiche. Le fait qu'il demande, il pose la question à Cavendish de savoir s'il va dormir et que lui il répond, et là il part dans tous les sens pour aller chercher une chaîne et qu'il entoure de la chaîne pour justement que si Cavendish pendant qu'il dort se transforme en Akuba qui ne maîtrise, qui ne foute pas la merde partout. Ce qui est vraiment excellent, c'est que ça normalement c'était qu'une page, qu'une case au niveau du manga, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde dormir et on voit justement que Cavendish est entouré de chaînes. Et dans l'anime qui est tout ce petit gag autour, et on voit justement à la fin Bartholoméo quand il est soulagé puis qui dit ouais super, c'est quelque chose d'excellent. Et c'est encore une fois, je vais être chiant avec ça, mais c'est pour ça que personnellement moi j'adore l'anime parce que ça rajoute des petits plus qui parfois sont absolument excellents. Et là c'est parfaitement le cas avec Bartholoméo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.